Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On va terminer la semaine en ce qui me concerne. Enfin, terminer la semaine aussi, parce que demain est jour férié. Donc, on va terminer la semaine en réfléchissant, soyons pédants 2 secondes, en réfléchissant à l'état du monde, en réfléchissant aux nouveaux risques. Vous allez voir. D'abord, on va le décrire, l'état du monde. Jean-Pierre Petit est là pour nous raconter un petit peu où on en est. On va démarrer avec l'Amérique quand même. Alors lui-même me disait là, coup de tonnerre, les élections de midterm. Donc on va voir ce qu'il a à dire là-dessus, et puis on va voir où ça va nous mener. Et puis ensuite, deux interviews intéressantes, enfin je l'espère. D'abord autour de ce qu'on appelle la cyber-intelligence. Un entrepreneur français, alors qui a déjà d'ailleurs pas mal de succès à son actif, voudrait essayer de faire un Palantir européen. Si vous ne connaissez pas Palantir, je vous raconterai Palantir. Peter Thiel, tiens, ça nous ramènera d'ailleurs à la politique américaine. Tout nous ramène toujours à la politique américaine. Et puis ensuite, bouquin intéressant pour surmonter les nouveaux risques, stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté. Tout un programme, me direz-vous. Ben justement, c'est le programme de Bismart aujourd'hui. On commence avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre, président des Cahiers Verts de l'économie. Alors, salut Stéphane. Démarrons avec ces midterms. En fait, j'ai une question sous-jacente. Tu vas me raconter, tu dis que c'est un coup de tonnerre. Quel qui a été le résultat? Donc, à un moment, là, c'était le tsunami rouge, hein, le tsunami républicain, disaient les républicains. Donc, ce tsunami n'a pas eu lieu. Est-ce que ça aurait eu de toute façon des implications macroéconomiques? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, tu crois? Ah bien sûr. Une forte majorité républicaine à la Chambre et au Sénat? Ah oui, parce que ça bloque tous les projets de loi de finances. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un système semi-présidentiel, c'est-à-dire séparation stricte des pouvoirs entre le président et le Congrès, le Parlement, mais c'est un système aussi de séparation stricte entre les 2 chambres. C'est-à-dire qu'il faut l'accord, c'est un bicamérisme égalitaire, comme on dit. Il faut l'accord. Alors, il y a quelques différences au niveau de la validation des nominations. C'est la Réserve fédérale qui fait aujourd'hui la macro, c'est la Réserve fédérale qui fait la politique économique aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y, Jean-Pierre. S'il n'y avait pas eu les plans de relance budgétaires qui avaient été consentis par Trump puis Biden en 2020-2021, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc il y a quand même, il y a une influence budgétaire. Et puis sur le plan structurel, sur le plan des choix structurels, que ce soit dans le domaine énergétique, énergie renouvelable, transition climatique, infrastructure, etc., il faut l'accord du Congrès. Voilà. Et même sur la politique étrangère, on ne peut pas dire que Biden ait 100% du pouvoir. Sur les traités internationaux, il faut qu'ils soient ratifiés par le Sénat. Enfin, tu vois, c'est faux de dire. Donc, il y a 3 pouvoirs, en fait. Il y a 3 pouvoirs, sans parler de l'autorité judiciaire qui a beaucoup de pouvoirs, notamment la Cour suprême. Donc, parce qu'on en est là, à l'heure où on se parle, là, tous les deux, le siège de Géorgie prend une importance macroéconomique mondiale. Comme il en avait pris une importance lors des dernières élections en 2020. Parce que ce qui a fait pencher la balance, c'était la Géorgie. Parce qu'en Géorgie, il y a une règle de l'État fédéré qui impose, pour être élu, d'avoir les 50%. Et on ne les a pas, donc on recommence. Voilà, il y a un candidat libertarien qui a 2% et qui vient effectivement... Ça fait partie du folklore. Ça fait partie du folklore et faire attendre. Et donc c'est important, et c'est un coup de tonnerre. Résistance des démocrates, c'est quand même ça le truc. Le tsunami rouge n'a pas eu lieu. Et ce d'autant qu'historiquement, que vous soyez démocrate ou que tu sois républicain, de toute façon, les midterms, c'est toujours une épreuve pour le président en place. En général, tu te plantes, surtout quand tu n'es pas populaire. Et on ne peut pas dire que Biden soit d'une grande popularité. Non seulement à cause des défaillances de sa personnalité, mais à cause aussi de l'inflation. C'est pas de sa faute, mais enfin, on lui attribue. Non, c'est pas de sa faute, non. Non, c'est pas de sa faute. Ça fait rien. Quand tu regardes les sondages, dans les motifs d'insatisfaction, il y a l'inflation. Voilà, il y a l'inflation, il y a le fait que la croissance ralentit très fortement. Voilà, enfin, il y a plein de trucs. Il y a la criminalité, ça se passe pas très bien quand même. Enfin, bon, bref, il y a l'idéologie woke qui progresse dans les universités, etc., et qui mécontente beaucoup l'électorat de droite aux États-Unis. Enfin bon, bref, il y a des facteurs de polarisation anti-Biden, si je peux dire, et il avait un taux de popularité de 40%, donc c'est très faible. Voilà. Oui, mais tu sais ce que j'ai entendu un commentateur. En ce moment, il faut regarder un peu Fox News, et puis vous en avez des extraits. C'est vrai que c'est sympathique à regarder, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Voilà. Et il y a un gars qui dit, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de haine
contre Biden. Il y avait de la haine contre Obama. Il y avait de la haine contre les Clinton. Il n'y a pas assez de haine contre Biden. Non, mais ils en sont là quand même. Il y a une espèce la fracture profonde du climat politique de ce pays, ils en sont là. Il y a une violence verbale assumée. Incroyable. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, il y a des menaces physiques, il y a eu des menaces même concrètes contre la speaker de la Chambre des représentants il n'y a pas Nancy longtemps. Pelosi, ouais, son mari. Il y a apparemment, d'après ce qu'on lit, effectivement, il y a énormément. Puis il ne faut quand même pas oublier que c'est le pays où la détention d'armes individuelles est la plus élevée. Donc il y a de quoi craindre éventuellement, si les choses s'envenimaient, des violences. Alors là, pour le coup, physiques beaucoup plus importantes. Donc, puis on se rappelle comment s'est déroulée la dernière élection présidentielle avec l'invasion du Capitole. Enfin, ces trucs qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire américaine. Justement, donc, voilà. C'est ça, moi, que je trouve très intéressant. Oui, dans qui le n'est peut-être résultat. pas assez signalé. Ouais. Non, et dans le calme dans lequel se sont passées ces élections. Oui, on peut le dire. Je me souviens d'une vidéo un peu apocalyptique il y a 3 semaines d'Hillary Clinton disant « ils sont prêts à voler les résultats ». Enfin, franchement, ça foutait la trouille. Et on sent qu'il y a quand même un pays qui se rend compte lui-même qui va peut-être un peu trop loin, quoi. Il y a deux choses, en fait. Il y a le bon score des démocrates. Alors franchement, compte tenu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, compte tenu de l'histoire politique américaine devait se planter beaucoup plus massivement que cela. Et il y a le fait qu'au sein du Parti républicain, il y a la grande victoire de DeSantis. Ouais. En Floride, avec 59,5% des... Enfin, c'est pas une petite victoire. Et on sait que c'est le principal opposant au sein du Parti républicain, je dirais même l'opposant le plus crédible. Voilà. Et d'ailleurs, Trump a senti ça depuis longtemps. Il commence déjà à cogner dessus. Hein, donc voilà. Et là, quel est... Enfin, sur la base des résultats qu'on a à notre disposition depuis ce matin, quel est l'enseignement ? Fondamentalement, que la radicalisation ne paye pas forcément toujours, même dans un pays fracturé pour d'autres raisons. Voilà. Et donc, ta remarque précédente, je crois, est assez juste. Et ça veut dire que les élections de 2024 sont plus ouvertes qu'on ne le pensait. À la fois pour le Congrès et surtout pour la présidence. Alors là, cette nuit, Biden a dit qu'il pensait y retourner. Ce qui nous amènera aux retraites, l'emploi des seniors, tout ça. Enfin, voilà. Ça veut dire que Mélenchon, pour le coup, Mélenchon se représente sans problème. Parce que si tu lui amènes Trump, tu lui amènes Lula et Biden, Mélenchon se représente en 2027. Et voire même en 2032. C'est impressionnant. Pourquoi pas? Why not? Non mais t'as un vieillissement, franchement, de l'appareil politique dans un grand nombre de pays assez impressionnant. Enfin bon, bref. Mais c'est lié aussi à l'augmentation de l'espérance de vie. Voilà l'enseignement principal, c'est que la prime ne va pas forcément à la radicalisation. Et de ce point de vue, c'est plutôt favorable, on va dire, globalement parlant. Voilà. Alors, j'entendais Ted Cruz, là, ce matin, donc le sénateur, oui, du Texas, dire, en fait... C'est la radicalisation, parce que tu parlais de l'esprit woke, etc. Et il dit, en fait, c'est la radicalisation des démocrates. C'est-à-dire qu'il s'inscrivait en faux contre ce que tu viens de dire. Lui reste un soutien de Trump, tu comprends pas pourquoi, mais enfin bon, voilà. Ouais. Et il disait, en fait, si, bien au contraire, c'est bien la radicalisation des démocrates qui a mobilisé leur électorat et qui a fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une forte participation aussi. Hein, des jeunes, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Des jeunes. Une bonne journée pour la démocratie, a dit Joe Biden. Voilà, donc c'est juste Ceci étant, je suis d'accord avec l'idée on ne le mentionne pas suffisamment en Europe parce qu'on a plutôt tendance à se focaliser sur la radicalisation de la droite, les Trumpistes, les formations extrémistes, QAnon, les complotistes, enfin bref, toute une nébuleuse plutôt de droite, voire parfois xénophobe, raciste, etc. Mais on a tort de négliger la radicalisation d'une partie de la gauche. Alors elle est moins présente au centre politique à Washington DC, mais elle est très présente dans le monde universitaire, dans le monde intellectuel et dans le monde médiatique. Et elle aboutit à des effets pervers considérables. Bon, qu'est-ce que ça nous donne en macro? Qu'est-ce que ça nous donne par rapport à la politique de la Fed? Qu'est-ce que ça nous donne sur ce qu'on peut attendre des mois qui viennent en ce qui concerne les taux d'intérêt, la conjoncture américaine, enfin bref, ce qui quand même gouverne beaucoup l'économie de la planète. Non, je pense que l'enjeu principal de cette élection, c'était pas tellement sur la macro, à part que, effectivement, le marché a mal réagi hier parce que si ça avait été les Républicains qui étaient entrés massivement, il n'y avait plus aucune velléité de relance budgétaire. Ouais. Donc, ce qui veut dire que pour la Réserve fédérale, il y avait un peu moins de perspectives de relèvement de taux.
Et donc les taux longs auraient commencé un petit peu à baisser. Donc si pour les valeurs de croissance, le Nasdaq, etc., c'était plutôt favorable. Et hier, manque de bol, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc pour les taux d'intérêt, c'est un petit peu négatif. Et donc pour le marché action aussi, enfin pour l'essentiel du marché action. Sinon, non, aussi paradoxal que cela puisse paraître, moi je pense que l'une des clés les plus importantes de ces midterms, parce que ça concerne la droite, mais ça concerne aussi la gauche, c'est l'Ukraine. Parce qu'il y a un point très important qui n'est pas suffisamment soulevé en Europe, à mon avis, c'est qu'il y a une opposition croissante à une aide massive et sans condition à l'Ukraine. Sachant que ça commence à représenter des sommes, enfin, jusqu'à présent, en termes de vote, si j'ai bien compris, l'ensemble, on est à 60 milliards, c'est quand même pas totalement négligeable pour un pays qui est quand même extrêmement loin, pays de 46 millions d'habitants. Alors certes, il y a une communauté ukrainienne aux États-Unis. Non, mais c'est pas le sujet. On se rend bien compte que c'est pas le sujet. Archi-minoritaire. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc, sur un sujet complètement européen, alors que quand même, les Américains se replient plutôt. Je parle de l'opinion publique, je parle même pas des politiques. Et donc, alors, il y a une opposition au sein de la droite, ça c'est clair. Et celui qui va devenir le speaker, si jamais les Républicains l'emportent, parce que à l'heure où on parle, on ne sait même pas, à la Chambre des représentants, mais disons qu'il y a une probabilité un peu plus forte pour qu'il l'emporte. Il s'appelle McCarthy d'ailleurs. C'est intéressant. Parce que, du point de vue historique, il y a une soixantaine d'années, il était membre du Parti républicain également. Et il a dit d'ailleurs qu'il fallait absolument pas donner un chèque en blanc aux Ukrainiens. Et il y a une partie de la gauche, alors la partie la plus à gauche du Parti démocrate aussi, qui a envoyé un texte à Joe Biden pour dire ça suffit quand même l'aide, il faudrait plutôt maintenant participer à l'effort de paix. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Demander à Zelensky de se calmer, de cesser un petit peu son sentiment de... C'est vrai, on comprend, il est galvanisé par ses victoires depuis la contre-offensive. Enfin, il est galvanisé par ses victoires. Il a une armée d'occupation, il veut la foutre dehors. Enfin, n'importe quel dirigeant de n'importe quel État ferait pareil, non ? Enfin, non, mais d'accord, mais du point de vue de l'intérêt américain. Oui. Mais là Jean-Pierre, t'es dans la grande tradition isolationniste républicaine et démocrate rooseveltienne, disant les guerres d'Europe, nous entraînerons nous-mêmes dans la guerre, on n'a pas le choix. Voilà, c'est... Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la gauche aussi... Alors, l'idée, parce que en Europe, enfin en Occident, on a souvent tendance à se poser la question de savoir qu'est-ce qui va réguler Poutine. C'est qui va... C'est pas les oligarques, c'est pas l'armée, c'est pas l'opinion publique, il y en a pas, c'est pas la presse, c'est pas les médias, donc il peut faire n'importe quoi. La défaite va réguler Poutine. Ah oui, mais la défaite, tu sais très bien qu'à ce moment-là, il y a un risque de fuite en avant et tu risques d'aller vers des... pas sûr, mais enfin tu prends un risque en tout cas. En tout cas, un risque majeur tout ce que tu lis des déclarations russes depuis, on va dire 15 jours, notamment sur l'arme atomique, puisque c'est à ça que tu penses, est quand même une désescalade assez massive et un retour aux fondamentaux de l'utilisation de l'arme atomique par la Russie, enfin tel qu'on avait pu le comprendre dans la doctrine soviétique. Là, tu as l'évacuation de Kherson. Je ne sais pas. Kherson est en Ukraine, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que dans la doctrine militaire russe, si tu t'attaques au territoire russe, même avec des armes conventionnelles, tu peux utiliser les armes nucléaires. Et le problème, c'est les territoires annexés. Oui, mais c'est là-dessus que les dernières déclarations, enfin bref, on va pas là, c'est là-dessus que les dernières déclarations de l'état-major russe sont quand même plutôt rassurantes. Voilà. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Non, le seul sujet, c'est la Crimée, finalement. Voilà. Le seul sujet, c'est la Crimée. Et là, effectivement, peut-être qu'il y aura une pression sur Zelensky. OK, on te rend tes territoires autour du Dniepr, mais tu laisses tranquille la Crimée. Mais ce sera très, très compliqué. Mais c'est l'accord auquel, on l'a peut-être déjà oublié, mais auquel on était parvenu au mois de mars. Oui. Les pourparlers d'Istanbul, dans lesquels il y avait effectivement une garantie de sécurité sur l'Ukraine, inviolabilité des frontières garantie par un texte international, voilà. Mais d'autre part, non-adhésion à l'OTAN et sanctuarisation de la Crimée dans la Fédération de Russie. Donc c'est peut-être vers ça qu'on va. De l'autre côté, peut-être la bonne nouvelle, entre guillemets, bonne nouvelle du point de vue de l'économie. Je veux dire, au niveau des droits de l'homme, au niveau du droit international, c'est pas génial, mais on pourra considérer ça quand même dans l'opinion publique mondiale comme une défaite quand même majeure de Poutine. Ouais, y compris en Chine et y compris en Inde. On n'y est pas. Alors justement, parlons-en la Chine. Le sacre de Xi, comment est-ce que tu vois ça ? Tiens, Laurence Daziano, d'ailleurs, experte de la question, sera avec nous bientôt. Je me souviens, avant donc ce congrès du Parti communiste, elle disait qu'il va falloir faire très attention, et elle prévoyait quand même que le pouvoir de Xi soit un peu encadré.
Résultat des courses, ça n'a pas du tout été le cas. Enfin, en tout cas, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut conclure. Donc, comment est-ce que Le pouvoir de Xi va être encadré non pas par les hommes, il est encadré par l'environnement en général. D'accord, mais en ce qui concerne les hommes... On verra, parce qu'il y a des hommes qui vont se révéler. Xi Jinping, c'est pas un jeune perdreau qui sort de l'école, hein, il a 69 ans, donc il va falloir qu'il pense aussi à ses successeurs. Donc les gens vont émerger au sein de cette nouvelle direction de la partie permanente du bureau politique, les 7 membres. Voilà. Donc il y a probablement des successeurs potentiels, et ça on va voir, ils vont se révéler. Alors aujourd'hui, ils ne peuvent pas se révéler en opposition à Xi Jinping, c'est impossible. Mais c'est les circonstances, parce que les problèmes de la Chine sont nombreux pour les prochaines années. C'est l'environnement, c'est la productivité qui baisse, c'est la purge de l'immobilier qui n'est pas terminée, et c'est même les problèmes sanitaires. Enfin bon, bref, au maximum, sur les prochaines années, tu peux espérer 4% de croissance. Il y a un problème démographique aussi. Enfin, je pourrais déblatérer là-dessus pendant des heures. Il y a quand même c'est ça. Et puis c'est la résistance internationale aussi à une forme de renaissance impériale un petit peu. Bien sûr. En mer de Chine, etc. Même si la tradition historique chinoise n'est pas celle d'une fort impérialisme. On pourrait même dire que c'est plutôt l'inverse, historiquement. Mais enfin bon, peu importe. Et donc il y a une résistance. Il y a une résistance au Japon, en Corée, en Inde et même aux États-Unis. Donc voilà. Et l'alliance avec la Russie, moi j'y crois pas. Enfin franchement, la Russie c'est un nain pour lui. En plus c'est un nain extrêmement turbulent. Turbulent et peu performant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, en plus, ouais. Ça l'intéresse pas. Et surtout quand il se met à partir dans une fuite en avant verbale sur l'arme nucléaire, etc. Ça n'intéresse absolument pas la Chine. Donc bon, voilà. Mais ça veut dire que c'est un moteur au ralenti, durablement au ralenti pour l'économie mondiale, ça, Jean-Pierre. Ah bah de toute façon. En termes de contribution à la croissance mondiale, alors sachant que le poids de la Chine est plus important qu'avant, qui est plus important qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, etc. Mais la croissance de la Chine va être de l'ordre de 4% sur les prochaines années, à peu près en rythme de croisière. Donc ce ne sera plus les 10,5 qu'on a eu entre 1979 et le début des années 2010. On a eu 10,5. C'est extraordinaire, personne n'aurait prévu ça, etc. Pendant 30 ans. Déjà, c'est moins sur la décennie 2010, mais là, on se dirige plutôt vers 4. Donc, c'est beaucoup plus faible. Alors, les relais de croissance, ils sont où dans le monde? Ils sont en Afrique et en Inde. Voilà. Les relais de croissance nouveaux. En partant d'un PIB plus faible. Ce qui veut dire qu'en termes de contribution pour... exactement, préciser ce que je disais tout à l'heure, quand l'Inde fait 6 et la Chine fait 4, ça veut dire quand même que la Chine contribue plus à la croissance que l'Inde, pour dire les choses clairement. Parce que le PIB par habitant de l'Inde, c'est quand même qu'un tiers du PIB par habitant chinois. Donc, mais ça veut dire... À ce point-là, aujourd'hui oui, bien sûr. Ils sont loin derrière. Ils sont loin. J'avais pas conscience d'un tel écart. Oui. Un gros tiers. Je n'ai pas regardé les données en parité de pouvoir d'achat de la Banque mondiale là, de 2021, mais c'est à peu près ça. Ah oui, ils sont loin. Et l'Afrique, que dire de l'Afrique? Sachant que de l'Afrique, il y a 54 pays africains, il y a 54 histoires différentes, mais les gros pôles de croissance ne peuvent venir, à ma connaissance, que de là. Je dis souvent, je suis journaliste depuis 40 ans, ça fait 40 ans que j'entends « ça y est, c'est la décennie de l'Afrique ». Ah oui, ça n'est jamais la décennie de l'Afrique. Il y a une espèce de malédiction permanente qui pèse sur ce continent. Bref. Ouais. Non, je voulais qu'on dise un mot de l'Union européenne quand même, de tes chers amis allemands, parce qu'il y a un drôle de climat depuis 15 jours. Autour du couple franco-allemand, autour du plan à 200 milliards, autour de Scholz qui va tout seul en Chine, etc. Comment est-ce que tu... Le couple franco-allemand, ça n'existe pas de toute façon. Ouais, c'est Bruno Le Maire qui a dit ça d'ailleurs dans un assaut de lucidité, dans une interview aux Échos la semaine dernière. C'est bien qu'il l'ait reconnu, mais je crois qu'on a eu pas mal de conversations au cours des dernières années, je te l'ai dit déjà à de nombreuses reprises. Ou alors c'est un couple... passablement entamé. C'est un couple qui fait plus chambre commune, qui reste pour les enfants. Qui reste pour les enfants, qui s'emmerde, en fait, fondamentalement. Qui a plus beaucoup de projets, quoi, en fait. Voilà. Je voudrais pas que nos auditeurs se sentent visés par cette... Voilà, fondamentalement, ça n'existe pas, le couple franco-allemand. D'ailleurs, il n'existe qu'en France, dans le discours. En Allemagne, il n'existe pas. Ça ne veut rien dire, le couple franco-allemand. Il y a des alliances de circonstances. Bon, il y a une dynamique parce que c'est les deux grandes puissances quand même économiques. Et la France, c'est une grande puissance politique et militaire. Donc ça, c'est... Mais il n'y a pas de... Alors là, Scholz, le pauvre, il arrive au pouvoir et là, il essaye de racler les fonds de tiroir. Il va en Afrique pour trouver du gaz. Il va en Chine. Mais je trouve pas... Si tu veux, son voyage en Chine, je critique pas trop, quoi, tu vois.
Je critique pas trop parce qu'il faut maintenir le dialogue avec Xi Jinping. Ce que je regrette, c'est effectivement, ça aurait été pas mal d'y aller avec Macron. Mais il faut maintenir le dialogue. Ce qui est bizarre, c'est un chiffre que j'ai donné la semaine dernière qui m'a surpris, je l'ai appris, moi, c'est 40% des Volkswagen au premier trimestre ont été vendus en Chine. 40% des ventes du deuxième constructeur mondial aujourd'hui se font en Chine. Et il n'y a aucun désinvestissement des grands industriels allemands vis-à-vis de la Chine. Ouais, ça, mais si le réveil sonne comme il a sonné pour nos investissements en Russie, bah, bien sûr, mais ça va être un bain de sang. C'est pour ça que, si je puis me permettre, je reviens sur le thème précédent de la Chine. On me dit souvent la Chine va se fermer définitivement. Ouais. Mais elle n'a pas les moyens de se fermer. Les exportations vers les CDE, tu sais c'est combien du PIB? C'est 9% du PIB. Les flux d'investissement direct, alors là tu as tout à fait raison, ont explosé, entrant et sortant. Ouais. Elle a je ne sais plus combien de milliers de milliards de dollars en réserve de change. S'il lui arrive la même chose que la Russie, elle va avoir des problèmes. Et tu crois qu'elle a les moyens de se priver des technologies américaines? C'est absolument impossible. Elle va d'ailleurs subir une pression, que ce soit Biden ou Trump, de toute façon, elle va subir une pression. Donc il y a du boulot à faire, mais elle ne peut pas se couper de ça. Donc ça, c'est illusoire de penser de croire à la grande retour de la guerre froide, la grande compartimentation du monde, fragmentation du monde extrême, quoi, comme on avait durant la guerre froide. J'y crois pas un instant, ce truc-là. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Xi Jinping, ça reste un pragmatique. Voilà. Ça reste un pragmatique. Bon. Alors, attends, juste dernier mot sur Xi Jinping, parce que c'est très important. C'était une bonne conclusion, ça, hein, la fragmentation du monde, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Alors, vas-y, on la voit pas. Un mot sur Xi Jinping. Xi Jinping, il a raison. Moi, j'approuve Xi Jinping sur la prospérité commune. Aucun développement n'est possible, surtout avec les classes moyennes, si tu généralises les bulles immobilières. Aucun développement n'est possible pour les classes moyennes si tu exploses les coûts de l'éducation secondaire. Si tu développes pas la santé, la protection, et regarde le 20e congrès, au lieu de... Mais qui dit le contraire de ça, Jean-Pierre? Non, parce qu'on critique beaucoup Xi Jinping. Bah oui, on le critique pour foutre en tôle l'ensemble des opposants alors, je vais te dire un truc... divers et variés, et pour la politique du zéro Covid, mais ça doit être l'enfer. L'enfer sur Terre. Ok, ça on peut critiquer, mais attention quand même, la Chine n'a jamais été démocratique. Quand il y a eu la révolution du Kuomintang en 1911 avec Sun Yat-sen, c'était les seules velléités, en plus c'était pas parfait, de démocratie. La Chine, Deng Xiaoping, qui était une superstar, n'était pas un démocrate. C'est lui qui a réprimé Tiananmen. Donc prenons un petit peu de recul. Malgré tout, Xi Jinping, c'est beaucoup mieux que Mao, même au plan politique. Je parle même pas au niveau économique. Non, mais je voudrais dire un dernier mot sur la tech. La tech, il régule la tech, pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de retrouver les GAFAM chinois, si tu veux. Clair. Ah bah oui, mais on le critique là-dessus. Et alors, les mecs qui mettent en tôle, alors... il fallait voir le niveau de corruption avec Hu Jintao. Non, mais tu penses, oui, non, mais il était au-delà. Puis t'as les Ouïghours, et puis t'as... Enfin bon, bref. Oui, voilà, mais les Ouïghours, c'est pas... le Tibet, et puis t'as... Non, c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Ah bah c'est pas... je suis désolé, mais le Tibet, alors là, ça fait des années que... mais bon, j'en entends parler. Non, mais on cogne sur Xi Jinping comme si c'était un dictateur, etc., sans aucun recul historique et sans aucune perspective de moyen terme. Il n'y a pas que des inconvénients chez Xi Jinping. Voilà. Et puis en plus, il prend la situation telle qu'elle est. Hein. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie. Jean-Pierre Petit, on continue Bismart. On repart avec Olivier Dellenbach qui est avec nous. Bonjour Olivier. PDG de Chaps Vision. Et alors, l'équipe de communication qui vous entoure, et c'est très bien d'ailleurs, tiens, un petit message d'ailleurs, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, voilà. Faut nous raconter des histoires. Voilà. Et l'histoire qu'on raconte autour de vous et qui m'a intéressé, Olivier, c'est que on vous présente comme celui qui a l'ambition de créer le Palantir français. Alors il faut dire un mot autour de Palantir pour ceux qui connaîtraient pas Palantir, même si je pense que quand même ceux qui regardent, qui écoutent Bismart, c'est venu jusqu'à eux. On est au confluent avec Palantir d'une entreprise visiblement très efficace, notamment sur le traitement de la data, mais on va en reparler, hein, et du big data, des masses de data, et puis quand même, il faut bien le dire, d'une forme de complotisme soft, d'une forme de secret, avec lequel d'ailleurs Palantir adore jouer. Juste un petit détail, Palantir, donc société américaine,
fondée par un gars un tout petit peu sulfureux, milliardaire, qui s'appelle Peter Thiel. Et Peter Thiel est un entrepreneur incroyable, hein. Il a fondé PayPal avec Elon Musk, mais aujourd'hui, il est aussi le premier contributeur de ce qu'il y a de plus extrémiste du côté du Parti républicain, et il trouve que Trump est un peu soft, quoi. Voilà, pour vous donner un petit peu l'idée de Peter Thiel. Et juste pour finir là-dessus, c'est juste pour présenter, Palantir travaille avec la DGSI, hein, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, l'antiterrorisme français, avec une plateforme qu'ils ont appelée Gotham. Voilà, c'est juste pour résumer l'espèce de petite ambiance qui tourne autour de votre métier quand même aujourd'hui, Olivier. On est là-dedans et on est dans cette idée, donc, cyberintelligence. Est-ce qu'on est dans l'idée d'aller entreprendre une forme de guerre économique ou une nouvelle forme de guerre économique, puisque c'est ça un petit peu, hein, qui plane autour de Palantir et autour de l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui sur la table. Alors je pense que vraiment l'objectif pour nous, c'est de doter la France, de doter l'Europe d'une solution logicielle, une plateforme à même de traiter justement cette problématique de défense des intérêts souverains de la France et de l'Europe voilà, face aux agressions. Donc c'est le cœur du sujet. Palantir fait très bien le job, mais c'est un produit américain. Doit-on s'appuyer sur une solution américaine pour protéger nos intérêts les plus essentiels, hein. La donnée, c'est l'or noir du XXIe siècle. Le XXe siècle, l'or noir, c'est les États-Unis qui l'ont dominé. Est-ce qu'au XXIe siècle, est-ce que la data doit être dominée par les Américains? Je pense que non, et je pense que c'est vraiment important qu'en France, on ait des solutions souveraines. De quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire, quel est le nerf de cette guerre de la data? Est-ce que c'est l'accès aux données? Est-ce que c'est la puissance de calcul? Est-ce que c'est les capacités d'analyse? C'est quoi le nerf de la guerre? En fait, dans la chaîne de création de valeur à partir de la donnée, il faut le voir un peu comme un continuum entre une capacité de collecte qui existe, hein, on peut collecter. Une personne dans le monde génère à peu près 2 millions octets de données par seconde. 2 millions octets, ça ne parle pas beaucoup. Non, alors je vais vous donner un parallèle, c'est à peu près un livre de 4000 pages. D'accord ? Donc chaque seconde qui passe, chaque individu dans cette planète génère l'équivalent en termes de volume d'un bouquin de 4000 pages. D'accord ? C'est un volume de données considérable. Vous laissez, en tant qu'individu, une trace en termes de données absolument considérable. Ces données, tout n'est pas conservé. On considère qu'il y a à peu près 2% de ces données qui sont conservées dans des hébergeurs. Et ça, c'est un problème qui est assez bien résolu. Malheureusement, très américain, hein, c'est les GAFA, c'est les grands hébergeurs. Le problème est quasiment perdu pour l'Europe. On espère encore un peu sauver les meubles. Ce qui reste, c'est la suite, c'est le traitement de ces données. Les données sont stockées, mais qu'en fait-on après ? Or, une partie gigantesque de ces données sont stockées sous forme complexe. Ce n'est pas juste des tables, des bases de données. C'est des images, c'est de la visio, c'est des films, c'est des fichiers complexes. Extraire de l'information utile pour ensuite permettre à un enquêteur, à un investigateur d'aller retirer vraiment l'information qui est utile, c'est le cœur, quelque part, dans lequel on se positionne. C'est le cœur de ce que fait Palantir, c'est le cœur de ce qu'on essaie de faire, et c'est le domaine dans lequel, en France, on peut fournir des alternatives qui sont vraiment crédibles par rapport aux produits américains. Donc, si je reprends ton image du pétrole, c'est le raffinage. Exactement. C'est un peu... voilà, on va dire que l'extraction du pétrole... on a perdu cette bataille-là, alors. On a perdu cette bataille. Vraiment, on a perdu cette bataille-là, Olivier. Je pense qu'on peut encore sauver les meubles. Ouais. Et je pense qu'avec des programmes soutenus tant au niveau en France qu'en Europe, on peut encore sauver les meubles. Mais on est plutôt en train de parler de sauver les meubles. Alors que dans le domaine du traitement de la donnée, là, on a une force phénoménale en France, c'est la qualité de nos ingénieurs, qui est reconnue partout dans le monde. Le traitement de la donnée, c'est un travail d'ingénieur, d'informaticien, pour construire des programmes complexes. C'est le cœur de notre savoir-faire en France. C'est vraiment les domaines dans lesquels on peut se battre contre les Américains. Ils sont pas mauvais non plus, les ingénieurs américains. Bien sûr. Oui, enfin voilà, je ne sais pas si on a vraiment un avantage concurrentiel là-dessus par rapport à eux sur la formation de nos élites, voilà, je vais le dire comme ça. Je pense, et d'ailleurs... Notamment nos élites mathématiques. Je pense, oui. Parce qu'on parle bien de mathématiques, là. Je pense qu'aujourd'hui, encore, on a, à travers tout le système des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles, etc., on a aujourd'hui un savoir-faire extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent, d'ailleurs, les grandes sociétés américaines recrutent en France, voire construisent des labos en France pour pouvoir attirer ces compétences.
Et je vais juste donner un exemple, parce qu'en fait, il se trouve que je l'ai appris hier, je discutais hier avec un certain nombre de directeurs de la compliance de grandes banques. Et c'est intéressant, Poutine attaque l'Ukraine, voilà. Surprise générale, et en quelques heures, autre surprise générale d'ailleurs, les Européens se mettent d'accord pour prendre des sanctions, qui sont des sanctions qu'on n'avait encore jamais vues, et on a tous suivi cette histoire, notamment avec le système SWIFT. Et tout à coup, l'ensemble de ces patrons de compliance de grandes banques, il faut qu'on coupe tous nos liens avec la Russie. Où sont nos liens avec la Russie? Qui est qui? Et est-ce que ce client... On est là-dedans, exactement, hein, Olivier. C'est-à-dire, et il racontait que pendant plusieurs heures, ils étaient dans l'incapacité, finalement, de savoir si l'ensemble de leurs clients avaient ou pas, à un moment ou à un autre, des liens avec la Russie. Et c'est aujourd'hui ce monde-là auquel il faut faire face. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette information, elle existe. Trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité, et les entreprises ont une capacité à collecter des volumes absolument considérables de données. Elles le font, elles le stockent, mais en réalité, leur capacité actuelle technologique à extraire de la valeur et une information utile rapidement, en temps réel, sur ces informations, c'est très difficile pour elles. Elles n'y arrivent pas. Déjà, technologiquement, les cas d'usage, ils ont du mal à les décerner. Et finalement, le gros enjeu pour nous sur les prochaines années, c'est, au-delà du stockage, d'aider nos clients, alors que ce soit des entreprises, que ce soit des services gouvernementaux, à traiter ces données qui sont gigantesques en termes de volume, et à pouvoir extraire l'information utile à une prise de décision. Est-ce que la taille est importante? C'est-à-dire, Palantir, ils sont là. Et puis ils sont bel et bien là, donc je disais, à la DGSI, hein, quand même. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on dit que les moteurs de recherche, par exemple, sont absolument impossibles à rattraper, parce que la taille, l'historique est trop important, est-ce que là, la taille est importante pour vous? Je pense que la taille est importante, hein, et je pense que... Alors, oui, mais alors là, ça veut dire que tu pars avec des coups de retard considérables par rapport... Pas du tout. Il y a plein de raisons pour lesquelles je pense que la bataille n'est loin d'être perdue, et au contraire, on peut... Alors, aujourd'hui, on navigue en France un peu entre deux extrêmes. Vous avez les très gros groupes, souvent des intégrateurs, hein, on parle des Atos, Thales, Capgemini, Sopra, etc. Et puis à l'autre extrémité, vous avez, qui sont d'ailleurs les partenaires naturels des grandes entreprises, d'accord, qui ne sont pas des éditeurs logiciels, c'est des intégrateurs. Absolument. Et à l'autre extrémité, vous avez une myriade, dont on est très fiers d'ailleurs, de petites sociétés, des startups, la French Tech, etc., etc. La réalité, c'est que ces sociétés sont trop petites pour pouvoir adresser des problèmes complexes et finalement ne rassure pas le client. Un client a besoin d'avoir en face de lui un gros partenaire. Nous, notre ambition au niveau de Chabvision, c'est de créer ce que j'appelle cette entreprise de taille moyenne. C'est-à-dire qui a à la fois, je dirais, la taille suffisante pour être crédible vis-à-vis des gros des clients, hein, qui ont envie de travailler avec des entreprises qui ont quand même une certaine superficie, mais en même temps qui gardent quand même l'agilité, la flexibilité et le savoir-faire de développement logiciel des petites startups. Et c'est un peu comme ce qu'on disait dans le monde de l'industrie, la force de l'Allemagne avec ses grosses PME industrielles. Dans le monde du logiciel, ce dont on a besoin en France, c'est ces grosses PME qui fabriquent du logiciel. Le Mittelstand digital. Exactement. Et je pense que notre objectif au niveau de Chabvision, c'est de créer en fait cette entreprise de taille moyenne qui est capable de prendre des problématiques complexes, de les traiter, mais en même temps en étant super agile, super flexible, parce que la technologie, en particulier le soft, ça bouge tout le temps, quoi. Au bout de 2 ans, vous ne construisez pas du logiciel comme vous construisez un porte-avions, quoi. Un porte-avions, ça s'amortit sur 30 ou 40 ans. Un logiciel, en 2 ans, c'est devenu ringard, quoi. Olivier, on parlait des cloud providers, celui qui a eu la même démarche que toi et qui est arrivé d'une certaine manière, c'est Octave Klaba et c'est OVH. Voilà, exactement. OVH Cloud existe, il est là. Et pourtant, tu le vois sur les grands enjeux, y compris d'ailleurs, on en a beaucoup parlé ici, le Health Data Hub, hein, nos données de santé. Il y a une forme de défiance et j'ai l'impression que les autorités et les grands clients garderont, peut-être pour l'éternité, une forme de défiance vis-à-vis de cette ETI parce que c'est une ETI. Est-ce que tu n'as pas peur de ça? Je pense que c'est vrai pour l'hébergement. Ce n'est pas vrai pour le traitement de la donnée. Parce que le traitement de la donnée, c'est un domaine dans lequel, certes, un Palantir a de l'avance,
mais c'est une avance qui n'est pas si considérable que ça. C'est-à-dire, tu n'as pas un sujet d'infrastructure, toi, par Non, exemple, exactement. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de déployer des serveurs partout. Il n'y a pas des coûts d'investissement dans des infrastructures sophistiquées. Le logiciel, c'est des très bons ingénieurs qui travaillent ensemble. En plus, vous avez aujourd'hui, comme je le disais, le logiciel se déprécie très rapidement, en fait. Donc, un Palantir qui a construit ses stacks logiciels il y a 10 ans, une bonne partie n'est plus si moderne que cela aujourd'hui. Oui, ils avancent beaucoup. Hein. Et alors, ils ont les moyens de le renouveler. J'ai appris hier la moyenne d'âge de l'entreprise, quand même, Palantir, hein, c'est 28 ans. Hein. Donc ça veut dire que les gars... Oui. non, mais ils ont beau être là depuis 10 ans, ils s'en croûtent pas. Quoi. Non, c'était juste pour... Après, c'est un choix aussi au niveau... C'est un choix vraiment de la France, de l'Europe, de choisir ses batailles. Et c'est une bataille que l'on peut encore gagner. D'accord ? Que l'on peut encore gagner. Comment faire une société de taille intermédiaire en France ? Comment Palantir est devenu gros très rapidement, de façon très simple, hein ? Ils ont eu un gros client, c'est les services secrets américains, qui lui ont accordé très tôt au début de son développement des crédits. Des contrats, hein, pas de la subvention, pas des aides, pas vraiment des contrats importants. Et donc, moi, mon message aujourd'hui est très simple. Si l'État français veut se doter d'une société importante, capable de concurrencer Palantir en France, et on en a besoin, et en Europe, il faut lui donner des contrats qui lui permettent de se développer. L'argent existe. Simplement, aujourd'hui, ces contrats ne sont pas... C'est difficile de les donner à des petites startups parce que se posera immédiatement la question de leur capacité à le déployer. Les grandes entreprises vont continuer à faire leurs porte-avions. Ouais, puis là, de toute façon, elles n'existent pas. Dans ton domaine, elles n'existent pas. Donc, et donc, aujourd'hui, voilà, notre projet à nous, Chatvision, c'est faire cette société. Ça nous rapproche d'OVH Cloud encore, parce que c'est la grande phrase de Michel Paulin, le directeur général d'OVH. Hein, on n'a pas besoin de subventions, on a besoin de contrats. Absolument. C'est sa grande Exactement. Et les contrats existent, et l'argent existe. Ce qui est aussi quelque chose de très important. Là, toi, tu fais pour l'instant de la croissance par acquisition. Tu fais une sorte de build-up. Oui. Alors raconte un petit peu, je crois que c'est 9 acquisitions, c'est ça, sur ces dernières années ? En fait, on fait deux choses en parallèle. La première chose, c'est qu'on développe depuis maintenant 3 ans cette plateforme de traitement massif de données. Hein. C'est un énorme effort de R&D. On a recruté le gratin des développeurs qu'on pouvait trouver sur ces thématiques-là. Voilà. Et en même temps, comme je le disais, il y a un problème de taille critique. Et le meilleur moyen d'accélérer le temps, c'est quoi ? C'est d'acheter des sociétés qui ont un vrai savoir-faire, des technologies, des ressources super smart. Hein. C'est compliqué de développer des équipes, de recruter des gens. Mais enfin, quand vous achetez une société, vous recrutez immédiatement des gars super smart. Il faut qu'ils restent. Et après, justement, leur vendre un projet. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on vend, c'est ce projet de construction ensemble d'un éditeur de référence européen. On veut être l'éditeur de référence européen dans le traitement massif de la donnée. Ça, c'est notre ambition. Et c'est une ambition qu'on a démarrée en 2019. On s'est donné 5 ans, 2024, pour atteindre cet objectif. Et ça passe effectivement par le développement de cette plateforme. C'est attendre de l'État qui nous apporte des contrats pour pouvoir continuer à nous développer. Et ensuite, acquérir des sociétés pour atteindre cette taille critique et rentrer dans un cercle vertueux, l'État pouvant nous faire confiance parce qu'on est suffisamment gros, pour pouvoir être crédible. Et en plus, c'est d'autant plus important que c'est le domaine dans lequel on pourra mettre une boîte tech dans le CAC 40 dans les 4 ou 5 ans. La dimension européenne, elle existe ? Bien sûr. Notre territoire naturel de souveraineté, c'est l'Europe. Et il n'y a pas, j'en sais rien, en Allemagne, en Pologne, je ne sais pas où, un entrepreneur qui a les mêmes ambitions que toi peut-être aujourd'hui. Ouais, d'accord. Il n'a pas aujourd'hui une taille significative pour que tu le connaisses sur le marché. Et je l'espère. Hein. Ouais. Il faut qu'on soit dans un environnement concurrentiel. Maintenant, notre stratégie aujourd'hui, elle est de nous développer de façon très agressive, non seulement en France, mais en Europe, en faisant la même chose. C'est difficile d'aller en Allemagne. Hein. Je dirais pour un Français. D'ailleurs, très peu d'éditeurs de logiciels français ont réussi en Allemagne. Le seul moyen de réussir, c'est quoi ? C'est de faire exactement nos stratégies en France, c'est-à-dire d'acheter des sociétés partout en Europe pour avoir une tête de pont. Voilà. Donc notre projet aujourd'hui, c'est de construire notre plateforme, la déployer, faire des acquisitions pour atteindre la masse critique, pour ouvrir des marchés. L'Europe, c'est un marché gigantesque, il faut acheter en Europe et pouvoir installer en fait Chatvision comme étant l'éditeur de référence
en Europe dans le domaine du traitement de la donnée. Et ces acquisitions se font par échange de participation, ça veut dire que tu arrives à faire grossir le projet sans que ça coûte non plus aujourd'hui une fortune à l'entreprise et à l'entrepreneur à succès actuel d'ailleurs, hein, parce que vous avez fondé une première entreprise qui a été bien revendue, je crois. Oui, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire une espèce de holding, d'acquisition, etc. C'est vraiment de faire un groupe totalement intégré. Donc, on rachète 100% des sociétés, on met en place des plans de motivation pour que les managers, les collaborateurs d'entreprise soient super solidaires de ce projet. On vend ce projet aux collaborateurs. Quand on approche une entreprise, voilà, on le vend, le projet. Et ce projet, il est super bien perçu parce qu'il y a une telle frustration, une telle aspiration à avoir un acteur important de référence dans ce domaine-là. Et j'en suis absolument persuadé, c'est le domaine dans lequel la France peut réussir. Un peu d'aide de l'État, ça ne ferait pas de mal. Pas d'aide, des contrats, comme tu dis. Et voilà, de l'aide par les contrats, ouais, pas voilà, par les subventions. Ça, mais pas par la subvention. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'à un moment, nos données de santé hébergées sur des serveurs américains, la lutte antiterroriste appuyée sur une plateforme logicielle américaine, ça fait désordre. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Et les Américains, c'est nos meilleurs amis, mais souvent, c'est aussi nos principaux concurrents. Et puis à un moment, leurs intérêts souverains exactement. Peuvent s'opposer aux nôtres. Merci, Olivier. Olivier Dellenbach, donc le patron de Chaps Vision, qui était avec nous sur Bismart. On continue, mais oui, on continue d'ailleurs. Stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté. Alexandre Medvedovski est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Président d'ESL Network France, groupe d'intelligence économique, c'est ça hein, Oui, on est une filiale maintenant de la DIT, qui est l'ancienne agence publique d'intelligence économique. Et ESL a été créé il y a une trentaine d'années. Ça a été la première société qui s'est intéressée à ces métiers de collecte d'informations stratégiques et de compréhension du monde. Sacrée aventure entre... Ah, je n'avais pas percuté que vous étiez filiale d'Adit. Oui, tout à fait. C'est récent. Sacrée aventure entrepreneuriale. Oui, parce que c'est... On peut citer entrepreneur Philippe Caduc, c'est ça hein, tout à fait, voilà. tout à fait. Très compliqué à raconter pour nous. Parce que, voilà, oui, et pourtant c'est quelque chose finalement d'assez simple. C'est que le monde est devenu extrêmement compliqué, l'information circule de plus en plus vite, et donc on a besoin, quand on est chef d'entreprise, de maîtriser son environnement et de surtout essayer de réduire son incertitude. On va parler de ça, Alexandre, mais c'était juste l'aventure entrepreneuriale autour d'Adit. D'un mot, je le dis vraiment d'un mot, et puis on n'en a pas. C'est peut-être, c'est un modèle aussi de ce qui pourrait arriver à nos services publics et à nos agences publiques. Parce qu'effectivement, tu avais une agence publique, voilà, qui vivait sa vie d'agence publique, qui a été réveillée, mais vraiment réveillée par des entrepreneurs qui en ont fait aujourd'hui le numéro 1 européen de l'intelligence économique. On peut dire numéro 1 des leaders mondiaux, numéro 1 de l'intelligence économique, une très forte croissance. On rachète 2 à 3 entreprises chaque année pour essayer de maîtriser tous ces métiers qui sont des métiers de conseil aux entreprises et qui vont de l'investigation, de la compliance, des due diligence, jusqu'aux affaires publiques, au lobbying, en passant par la sécurité et la cybersécurité, qui sont devenus des métiers évidemment très importants aujourd'hui. Question précise avant d'aller sur ton bouquin. Donc, on était avec un entrepreneur qui veut faire le Palantir à la française, on va dire comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos données de santé sont hébergées par des serveurs américains, ceux de Microsoft. Ouais. Et la Direction générale de la sécurité intérieure travaille sur une plateforme américaine qui est celle de Palantir. Tout à fait. Le spécialiste de l'intelligence économique dit... c'est pas satisfaisant et c'est même des zones de risque très importantes pour la souveraineté de notre pays. On est d'accord. L'information et la donnée sont devenues des choses essentielles et c'est devenu une richesse considérable, c'est-à-dire que les richesses avant c'était, c'est toujours d'ailleurs, les minéraux, le pétrole, etc. Aujourd'hui, on sait que la donnée, la data est une richesse considérable pour toutes les entreprises, pour les États, pour les gouvernements. Donc si on ne la maîtrise pas, si on ne la stocke pas, si elle part dans la nature et qu'elle est... la nature américaine en l'occurrence. Dans la nature américaine et qu'elle est donc valorisée, utilisée, disséquée par d'autres que nous, c'est d'autres que nous qui en profitent. Question subsidiaire. Est-ce que dans ce cas-là, l'État... Cette question, elle m'intéresse beaucoup. Pour le Health Data Hub, pour Palantir, visiblement, il n'y a pas encore aujourd'hui d'alternative. Mais pour le Health Data Hub, il y a une alternative européenne qui s'appelle OVH, qui est sans doute moins efficace que ce peut faire aujourd'hui Microsoft. Oui. Est-ce que l'expert d'intelligence économique dit le rôle de l'État, c'est de prendre un risque peut-être et de choisir la solution européenne, même si elle est moins efficace ? Alors,
C'est difficile de dire ça, je ne crois pas. D'accord. Parce que je pense qu'on ne peut pas s'amputer de l'efficacité et on ne peut pas prendre le risque que les solutions de traitement de données et surtout de stockage des données n'aient pas les standards de qualité suffisants. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est obliger les entreprises françaises à s'allier avec des entreprises technologiques qui ont la technologie, etc. Et puis, il faut à l'intérieur de cela déterminer quelles sont les données les plus sensibles et celles-là, obliger qu'elles soient stockées sur des serveurs en France, qu'elles ne puissent pas être utilisées à d'autres usages que les usages qu'on veut bien consentir. Donc, je dirais qu'il y a matière de prévoir les étapes qui vont permettre d'avoir ensuite un cloud souverain totalement sécurisé, français ou européen, et qu'on ne soit plus obligé de faire appel à la technologie américaine. Et ça doit se faire par petite étape quand même. Alors, stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté. On va en voir la couverture et on va reprendre. Alors, pour le coup, c'est très intéressant parce que c'est presque autant une sorte de grand magazine d'actualité qu'on peut feuilleter, de l'actualité de ces dernières années, puisque notamment vous parlez de Naval Group et du contrat australien. Donc c'est effectivement très sympa à lire. Et puis aussi, il y a un certain nombre d'enseignements à en tirer. Donc on va reprendre quelques chapitres, mais d'abord ce qui est visiblement le cœur de votre démarche. Pourquoi est-ce que le dirigeant d'entreprise doit devenir aujourd'hui un diplomate ? Parce que le dirigeant d'entreprise ne peut plus se contenter d'être centré sur la vie de son entreprise, sur son business model, sur ses process de production, sur ses process industriels. C'est-à-dire qu'il est dans un monde où les États, les gouvernements, les régulateurs, les concurrents, les règles, les normes sont devenues tellement importantes et tellement prégnantes sur la vie de l'entreprise que finalement on attend d'un chef d'entreprise aujourd'hui qu'il puisse avoir aussi d'une certaine manière une casquette de diplomate, une casquette de militaire d'une certaine manière, de stratège, de guerrier, et donc tous ces métiers-là... Il doit plus aller faire un stage, il doit plus aller passer un MBA, il doit aller à l'école des hautes études de la défense nationale. Je pense qu'il faut qu'il fasse les deux. Voilà. Il faut qu'il fasse les deux. Il faut qu'il fasse le MBA, il l'a déjà. Il l'a déjà. Il a sa pratique d'entreprise. Mais aujourd'hui, le chef d'entreprise est dans un monde qui est devenu extrêmement complexe. Il le sent d'ailleurs très bien. Et il doit s'entourer donc de conseils. Il doit surtout être dans l'anticipation. Il doit avoir des radars qui tournent en permanence, un peu à la mode de ce que font les gouvernements et les États pour se protéger aussi. Et il doit avoir des capteurs qui lui permettent de bien comprendre tout ce qui est en train de se passer autour de lui. Et dans cela, dans les modes de gouvernance, c'est vrai que la diplomatie, c'est-à-dire le fait de pouvoir négocier, de pouvoir parler aux autres, de pouvoir s'asseoir autour d'une table, de pouvoir montrer ses muscles, mais aussi être capable de trouver des zones d'accord, des zones de partenariat, c'est devenu essentiel à la vie des entreprises. Et j'insiste bien, quelle que soit leur taille. Parce que le problème, c'est que quand on est Patrick Pouyanné, on peut se dire, lui, il a déjà compris, il est dans le monde, il fait de la diplomatie tous les jours, il voit des chefs d'État, de gouvernement, il est capable de dealer. Mais quand vous êtes patron d'une PME innovante, un start-upper dans le domaine des technologies, un patron d'une boîte très emblématique que nous avons en France comme Doctolib aujourd'hui, de fait, vous êtes aussi obligé d'être diplomate parce que vous êtes obligé d'aller négocier avec Bruxelles des règles, avec l'ANSSI, la façon dont le traitement des données de votre entreprise doit se faire, de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Donc, vous êtes obligé nécessairement de vous ouvrir à d'autres métiers que le vôtre que vous aviez initialement. Mais il y a deux choses. C'est-à-dire, toi, tu penses, il faut... Le chef d'entreprise, alors on parle grande entreprise par exemple, doit négocier quasi politiquement aujourd'hui avec un certain nombre de pouvoirs dans des pays où il est installé, mais d'une autre manière, j'ai l'impression, tu dis... Il faut reprendre les leçons des diplomates pour négocier avec ses partenaires, ses concurrents. Bien sûr. Ce sont les mêmes je pense que les traités de diplomatie du 19e siècle sont super intéressants à relire aujourd'hui quand on est chef d'entreprise. Et d'ailleurs, je suis très frappé de voir que beaucoup de chefs d'entreprise font appel souvent à des anciens diplomates pour venir renforcer leurs équipes et s'occuper de leurs affaires internationales, comme ils font appel à des prestataires comme
comme nous pour les aider dans cette diplomatie-là. Quand vous êtes Orange en Afrique et que vous devez travailler dans 25 pays où les règles de régulation, les règles fiscales, les règles pour obtenir des licences, les règles pour venir s'implanter dans un pays sont différentes d'un pays à l'autre et nécessitent beaucoup de discussions et de dialogues, vous êtes obligé de rentrer dans la diplomatie. Vous prenez de 3 exemples. On peut se tutoyer, hein, ça me très bien. Non, c'est parce que vous êtes 2 à avoir écrit le... Oui, je tutoie tout le monde, moi. C'est très bien. Tu prends... Alors, il y a 3 exemples dans un des chapitres. Photonis. Alors, Photonis, vous vous souvenez peut-être plus de Photonis. C'était... une entreprise très pointue de technologie sur la vision nocturne. Voilà, sur la vision nocturne. Naval Group, donc, alors là, pour le coup, on a tous suivi le contrat australien de Naval Group. Huawei, de l'autre côté. Sur ces 3 exemples, les entreprises, en fait, n'ont aucune marge de manœuvre. Elles sont totalement soumises aux décisions des États. Que le patron de Naval Group ait été diplomate ou pas diplomate, que le patron de Photonis était diplomate ou pas diplomate, leur sort est de toute façon scellé par les États aujourd'hui. Alors je ne pense pas. Alors vas-y. C'est-à-dire, je pense que sur le dossier, si on les prend rapidement, enfin commençons par Photonis, qui est un sujet très emblématique du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà une entreprise technologique française qui se développe, marche très bien, et pour se développer et financer son développement, a besoin d'argent, ce qui est tout à fait normal. Donc elle fait appel au marché, elle regarde, etc. Et un fonds d'investissement, français d'ailleurs, Ardian, rentre au capital de Photonis, l'aide à se développer, à croître et à embellir. Et puis à un moment donné, l'étape d'après, Photonis se dit « Ah mais moi j'ai besoin de passer à une étape supplémentaire, il faut que je fasse de la croissance externe. » Ardian a fait son temps, ils envisagent de sortir. Donc qui est susceptible de me racheter ou qui est susceptible de croire en moi et de croire à mon aventure? Et donc l'entreprise, à ce moment-là, voit que en France, il n'y a pas grand monde qui spontanément se manifeste. En Europe, ils ne cherchent pas beaucoup. Et que par contre, des boîtes américaines viennent la solliciter en disant « Mais venez chez nous, adossez-nous à vous et on va vous ouvrir le monde anglo-saxon, les États-Unis, des marchés importants, l'armée américaine, etc. etc. » Voilà. Donc, je dirais que le manager peut se dire « C'est la bonne pioche, c'est ça qu'il faut faire et il faut y aller. » Voilà. Sauf que ça rentre à un moment donné avec une autre dimension qui est la dimension stratégique d'un pays, d'un continent, l'Europe, de la technologie, et qu'on peut avoir à certains endroits de l'appareil de l'État, mais pas que, de citoyens éclairés, de gens qui disent cette technologie-là, elle ne doit pas partir aux États-Unis, il faut qu'on la défende, il faut qu'elle reste chez nous. Et donc, c'est ça l'affaire Photonis, c'est qu'à un moment donné, les pouvoirs publics oui, mais c'est l'appareil d'État qui a dit non, voilà, vous n'avez pas le droit, point à la ligne. Mais ils auraient pu dire oui. Ils auraient pu dire oui. En d'autres temps, mais c'est en ça que je dis. En d'autres temps, ils ont dit oui à l'affaire Alstom, par exemple, bien connue. C'est une affaire où, au contraire, l'État a accepté, à mon avis à tort, mais a accepté, de suivre ce que lui disait le management. Et donc, on voit bien que c'est l'entreprise qui a imposé à l'État, d'une certaine manière, une vision qui n'était pas nécessairement la bonne sur le plan stratégique. Si on se met à débattre d'Alstom, Alexandre, on n'est pas sorti parce que je suis en total désaccord avec toi. Mais je referme cette parenthèse. Si Alstom ça m'intéressera d'en discuter. Si Alstom est aujourd'hui leader mondial du ferroviaire, c'est bien parce qu'un homme très courageux qui s'appelle Patrick Cron a accepté de couper une branche qui était malade. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais... la turbine Arabelle est revenue. Voilà, c'est heureux, voilà. On y a contribué, on s'est beaucoup battu. Je me suis beaucoup battu avec Frédéric Pierucci, que tu connais probablement, qui est un ancien dirigeant d'Alstom, et qui a vécu l'affaire Alstom de façon un peu différente de celle que tu décris. Mais en tout cas, ce que je veux dire simplement, c'est que le management de l'entreprise a sa vision, cherche à imposer sa stratégie, mais ça peut rentrer à un moment donné en contradiction avec d'autres intérêts, et c'est pas anormal que ces intérêts se manifestent. Mais ce que tu veux dire, c'est que le patron peut... Parce que ce que je veux dire, moi, c'est qu'à un moment, le patron, il aura beau avoir tous les talents de la diplomatie, le coup près de l'État. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Patrick Cron cache à Arnaud Montebourg ce qu'il est en train de faire avec General Electric? C'est bien qu'il sait que si le coup près de l'État tombe, le patron se retrouve totalement démuni. Ça peut arriver, ça peut arriver, tout à fait. Mais je dirais que c'est aussi, et c'est en cela que le patron doit être diplomate, c'est que c'est aussi au patron de convaincre parfois autour de lui, et y compris la sphère étatique, du bien fondé de ses choix et de ses décisions. Dans l'affaire Naval Group, c'est
totalement différent, puisque là, on est dans le cadre d'une entreprise qui est une entreprise nationale, c'est une entreprise d'État, donc adossée à l'État, et qui a remporté un formidable succès, parce qu'on dit toujours, évidemment, maintenant, on se dit, l'affaire australienne, c'est un désastre, c'est un échec stratégique de notre pays, c'est un échec stratégique de la France, mais la victoire dans l'appel d'offres est un modèle de ce qu'il faut faire pour gagner une grande affaire internationale dans un environnement stratégique très compliqué, et donc l'entreprise Naval Group a formidablement réussi ce pari-là, avec aidé par l'État, aidé par des prestataires de services, etc., etc. Ce qui s'est passé ensuite, c'est quelque chose qui doit servir de leçon aux dirigeants d'entreprise, c'est que, ayant gagné, ils ont lever le pied trop tôt et trop vite de tous leurs dispositifs d'influence, de tous leurs dispositifs d'anticipation, de tous leurs dispositifs d'alerte en Australie. Ils ont cru que c'était fait, que c'était gagné, que donc on pouvait un peu se reposer sur les lauriers et commencer à travailler sur l'industrialisation, les schémas, le partenariat locaux, etc., etc., etc. Et ils n'ont pas vu que les adversaires, ceux qui avaient été battus, les pays qui n'étaient pas favorables à la France, continuaient, eux, à travailler en sous-main, en sous-marin, c'est le cas de le dire, pour remettre en cause la décision. Dans des affaires comme celle-là, le temps est long. C'est pas parce qu'on gagne une bataille qu'on a gagné définitivement la guerre. Donc, il faut faire très attention à ce que tous les dispositifs d'intelligence... Je te bouscule un peu parce que le temps tourne très vite, Alexandre. C'est ça, les zones grises, les territoires ambigus. Tout à fait. Vous essayez de définir ces zones grises, ces territoires ambigus, exactement, qui gênent beaucoup les chefs d'entreprise, parce qu'il y a cette fameuse compliance-là qui arrive à un moment ou à un autre, où on se dit... Si je franchis la ligne jaune, ne serait-ce que d'un bout de pneu, je risque de me faire rattraper par la patrouille. Tout à fait. Et pour ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, et il faut que nous, en même temps, c'est-à-dire des sociétés comme les nôtres, comme ESL, comme le groupe Adit, comme tous ces prestataires qui travaillent dans ces zones-là, nous soyons capables de rassurer les chefs d'entreprise pour leur dire, vous en avez absolument besoin, c'est une nécessité absolue, donc n'ayez pas peur de l'intelligence économique, n'ayez pas peur du lobbying, n'ayez pas peur des affaires publiques, mais il faut qu'on apporte aussi, nous, la garantie que nous exerçons nos métiers de manière compliante, en respectant les règles, en faisant en sorte que nous soyons parfaitement dans les lignes qui sont déterminées par aujourd'hui les législateurs et qui sont de plus en plus contraignantes. Et c'est heureux, parce qu'il ne faut pas non plus, il faut faire attention évidemment à toutes les dérives qui se sont passées avant, avec les agents commerciaux, avec la corruption, avec toute une série de choses dont il faut se prémunir absolument. Oui, mais le terme de zone grise que vous employez montre bien que c'est parfois ni blanc ni noir, et qu'il faut l'accepter. Alors attends, il reste 2 minutes, j'ai forcé. 2 minutes. Elon Musk, ce sera sans doute un chapitre quand vous réécrirez la 2e édition du bouquin. Sûrement, c'est une affaire... Le gars qui fait des plans de paix avec Poutine, qui offre Starlink aux Ukrainiens... On a aujourd'hui des entreprises qui sont beaucoup plus puissantes que des États et qui peuvent rivaliser dans la diplomatie internationale avec non seulement des États moyens, mais les très grandes puissances. Aujourd'hui, la bataille de l'espace, c'est une bataille qui ne se joue pas simplement avec des États, c'est une bataille qui se joue entre les GAFAM et les quelques États qui réussissent à subsister dans cette compétition internationale. Et on verra que dans des secteurs hautement stratégiques comme les télécoms, l'espace, la connectivité, les données, ce sont aujourd'hui les entreprises qui font de la diplomatie beaucoup plus que les États. Merci Alexandre. Merci à vous. Alexandre Medvedovski, donc, stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté. C'est pas mal pour marquer une petite pause autour de Bismart. Et puis, évidemment, on se retrouve lundi pour reprendre nos débats. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.